La caractéristique du vivant, c'est ça. Le vivant se développe, le vivant pullule, le vivant se multiplie, le vivant envahit. Je m'appelle Alexis Génie, je suis écrivain. Mon premier roman, qui a été publié, a eu aussi le prix Goncourt en 2011. Ça m'a permis d'écrire des tas de choses, et des tas de choses différentes. Et là, j'ai écrit pour la première fois un livre de vulgarisation scientifique. Mais c'est parce que aussi, j'ai été enseignant, professeur de sciences de la vie et de la terre dans un lycée. Je suis agrégé de sciences naturelles, et mes études, ça a été les sciences. La science s'exprime par des articles qui sont échangés entre scientifiques, qui après refont des articles, etc. Bon, si on n'est pas scientifique, c'est compliqué de lire tout ça, c'est compliqué de comprendre ce qui se passe. Il est important de faire tout un travail de réécriture de cet ensemble pour que des gens qui n'y connaissent rien puissent y comprendre quelque chose, comprendre les fils directeurs, comprendre les intuitions, comprendre les idées, comprendre pourquoi on a inventé ça, pour quelles raisons, quand on a inventé, à quel moment. Et pour moi, c'est une sorte de roman policier incroyable. C'est même encore bien plus intéressant qu'un roman policier. Le dinosaure, on sait qu'il a disparu, mais on le connaît tellement qu'on pourrait presque penser qu'il est encore là. Et je pense que ça fascine, c'est des vrais personnages qui ont en eux-mêmes, dans la forme même de leur corps, une histoire à raconter. Et donc, voilà, ça fait rêver depuis longtemps. Et puis, voilà, c'est des monstres dont on sait qu'ils ont disparu, mais qu'ils ont existé. Alors, c'est encore mieux que des monstres imaginaires, parce qu'on peut toujours à la fois avoir le prétexte de l'existence de ces animaux-là, et puis on se rassure du fait qu'ils ont disparu. Depuis 4,5 milliards d'années que la Terre existe, plus de 99%, 99,9999% des espèces qui ont vécu sur Terre ont disparu. C'est-à-dire que voilà, le vivant vit, mais le vivant meurt. Il y a une sorte de durée de péremption d'une espèce, ça va être de quelques millions d'années. Mais il y a des phases dans ce qu'on appelle les grandes extinctions, où massivement les espèces vont disparaître d'un coup. Énormément d'espèces. Bon, à l'époque des dinosaures, c'est 75% des espèces qui ont disparu en un temps relativement bref, hein, de l'ordre de quelques années, dizaines d'années, siècles, on ne sait pas trop, la datation ne permet pas d'être très très fin. Cette disparition massive, elle est liée à probablement une modification brutale et massive de l'environnement. On a deux grandes hypothèses. Il y a l'hypothèse bien connue de la météorite. Une météorite a percuté la Terre, ça c'est clair, on a trouvé des traces. La question est de savoir, est-ce que la météorite est capable, toute seule, de faire les dégâts qu'on a vus? Finalement, on s'est rendu compte que probablement pas. Et ce qui a dû modifier l'environnement, c'est des épisodes volcaniques extrêmement intenses. C'est-à-dire qu'on sait déjà qu'actuellement, un épisode volcanique qui concerne un volcan peut modifier le climat terrestre par tout ce qui est émis, les gaz, les particules, tout ça. Ça peut modifier le climat. Et s'il y a un épisode extrêmement intense, donc on ne connaît pas à l'époque historique, mais dont on a les traces dans les périodes très anciennes, ça pourrait modifier le climat au point de carrément ravager la biosphère et faire qu'il y ait 70, 80, 90% des espèces vivantes qui disparaissent très très vite. Il y a d'autres façons de voir les rapports entre homme et nature, et même la limite entre les deux est peut-être un peu floue et un peu sans intérêt. Philippe Descola, anthropologue, a développé ça. C'est-à-dire il s'est rendu compte qu'il y avait des tas de sociétés qui ne mettaient pas homme et nature en face à face comme la pensée occidentale. Et donc on peut penser maintenant que l'homme est un vivant parmi les vivants. Et que tout ce qui arrive aux vivants va arriver à l'homme. Et ça, c'est quelque chose qui est une sorte de révolution de pensée. C'est-à-dire que nous ne sommes pas exclus, nous ne sommes pas à part du vivant. Nous sommes au cœur de l'ensemble vivant et nous en avons besoin. On pêche trop, on cultive trop, on déboise trop, etc. On fait tout trop. On exploite trop l'eau, tout. Et
c'est pas possible de continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur une diminution de l'impact des activités humaines. Est-ce que c'est indispensable d'avoir tant? Est-ce que c'est indispensable de continuer comme ça cette course à la satisfaction matérielle? Bon, alors peut-être qu'il y ait d'autres satisfactions qui ne passeraient pas par l'obtention de biens supplémentaires. Voilà. Avoir plusieurs voitures, avoir plusieurs maisons, etc. Voilà. Est-ce indispensable? Bon, il y a une sorte de folie consumériste, de folie d'avidité qui fait qu'on dévore tout ce qu'on peut dévorer, on en dévore même plus. Bon, il faut peut-être arrêter. En Allemagne, on a étudié le nombre d'insectes qui étaient dans des champs. On s'est rendu compte que les 3/4 avaient disparu en 25 ans. Et là, en fait, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc personnel. Il me dit, bah, si l'animal le plus costaud de la création s'éteint petit à petit du fait de l'activité humaine, c'est qu'on est vraiment mal. Et là, je me suis dit que nos écosystèmes que l'on pensait inépuisables et infinis, eh ben, commencent à toucher le bord. La biologie, les sciences de la nature, c'est vraiment des sciences de l'hypercomplexe, qui sont très difficiles à penser, très difficiles à représenter, très difficiles à prévoir aussi, parce que voilà, ça peut prendre des trajectoires très diverses. Voilà, et ce sont ces sciences de la nature sont vraiment sont totalement indispensables et nécessitent aussi un contact avec cette nature. Nous passons de plus en plus par des écrans et des fibres diverses. Nous avons un corps, nous sommes pleins d'émotions et de sensations. Et c'est ça qui nous assure de la réalité. Et c'est important de se confronter au réel, de se confronter aux animaux, de se confronter aux plantes, de se confronter aux rochers, de voir les choses, d'y être. Parce que la pensée, c'est beau la pensée rationnelle, mais la pensée rationnelle, elle fait des super échafaudages qui tiennent plus ou moins. On peut démontrer un truc, puis même un peu démontrer l'inverse. Bon, il est important d'expérimenter, de toucher du doigt, d'être quelque part. Ça, franchement, je pense que c'est indispensable à la pensée. Il y a un bouquin dont on a beaucoup parlé, là, cette vie secrète des arbres de Peter Wohlleben. Tout ce que les gens retiennent de ce bouquin, c'est « Ah oui, c'est là où les arbres communiquent entre eux ». Et ils font toujours ce geste-là, comme ça. Et c'est vachement intéressant, en effet, c'est cette idée-là, mais cette communication entre les arbres, c'est quelque chose à étudier et qui est d'une complexité extraordinaire. Francis Allais, qui est un botaniste, voilà, qui a inventé plein de choses. Et il a dit un jour, penser que les plantes sont intelligentes, c'est les sous-estimer. Et j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle a un côté loufoque, mais parce que bon, Francis Allais a une part de loufoquerie en lui, que j'adore. Mais ça permet de penser aussi voilà, il y a quelque chose qu'on connaît pas, et il y a quelque chose qu'on n'a pas compris encore dans l'intelligence. Je crois que la pédagogie, une pédagogie littéraire, serait extrêmement utile pour faire rentrer la science dans l'esprit commun. Cette pédagogie littéraire, cette façon de raconter, etc., c'est une façon de recoudre le savoir humaniste et le savoir scientifique. Et on peut très bien être les deux. Moi, quand j'ai étudié la biologie et tout ça, ce qui m'intéressait, c'était aussi l'incroyable diversité des mondes. Voilà, comment vit-on dans les abysses? Ça me passionnait personnellement, en fait, même si je dirais jamais. La curiosité et la contemplation peuvent être des outils très puissants pour comprendre les choses.